par le ministre des Enseignements professionnels et techniques relativement aux examens de certificat d'aptitude professionnelle. Ensuite, dans cette édition, nous parlerons de la participation du Niger à la 32e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques a animé ce matin un point de presse relativement aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles. Ousmane Sidikou et Soumaïla Abdoulaye pour le compte-rendu. C'est l'heure du bilan à travers ce point de presse avec pour menu le CAP, certificat d'aptitude professionnelle, simultanément avec le brevet d'études professionnelles BEP. Deux examens organisés par le ministère des Enseignements professionnels et techniques. Au CAP, certificat d'aptitude professionnelle, 369 candidats se sont inscrits contre 409 en 2015, d'où une baisse de 9,77%. Sur l'effectif d'inscrits, 353 candidats étaient présents le jour de l'examen, dont 101 filles. Quant au BEP, 2947 candidats se sont inscrits, contre 2515 en 2015, d'où une progression de 17,17%. Sur l'effectif d'inscrits, 2844 candidats étaient présents à l'examen, parmi lesquels on a dénombré 793 filles. Des résultats des examens de la session 2016 qui peuvent être déclinés comme suit. Au CAP, sur les 353 candidats présents, 171 sont déclarés admis, d'où un taux de réussite de 48,44% contre 65,04% en 2015. Quant au BEP, 1464 candidats sont déclarés admis sur les 2844 présents, d'où un taux de réussite de 51,47% contre 59,90% en 2015. Tout de même, dans le cadre de l'organisation, des leçons sont attirées ainsi que des perspectives nourries. Le CAP et le BP session 2016 se sont bien déroulés. Aucune difficulté majeure n'a été signalée en dehors, bien sûr, des coupures d'électricité enregistrées ça et là, coupures qui ont rallongé le temps des travaux pratiques. Aucun cas de fraude ou d'irrégularité n'a été enregistré sur toute l'étendue du territoire. En termes de perspective, donc, il faut souligner que le nombre de candidats va s'accroître davantage pour les examens du CAP, du CAP, avec la première promotion des 10 214 élèves admis dans les 78 collèges d'enseignement technique CET en 2014-2015. Au BEP également, on assistera à un accroissement des effectifs. Cette sortie médiatique aura eu le mérite de faire constater que des progrès considérables ont été enregistrés et se matérialisent par l'augmentation significative de la proportion des apprenants à la matière. Ensuite, le Niger a participé à la 32e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Dans la délégation nigérienne de la société civile qui ont participé aux travaux se trouvait Kani Abdoulaye qui explique la mise en œuvre de l'EPU au Niger avant de le retrouver en partie magazine. Donc au passage du Niger, il y avait eu 168 recommandations qui ont été faites à l'État du Niger. Si les 168 recommandations, le Niger avait différé 3 recommandations, avait noté une recommandation. Lors de l'examen final, l'État du Niger a pris l'engagement d'accepter l'ensemble de recommandations qui ont été faites, c'est-à-dire que les 3 qui ont été différées, le Niger les a acceptées, mais le Niger a quand même noté une qui concerne le peuple autochtone.
Le Niger dit qu'il n'y a pas de peuple autochtone au Niger, mais qu'il y a des minorités. Et si vous regardez, c'est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre effectivement de cela, vous avez remarqué qu'il y a même à l'Assemblée ce qu'on appelle les députés qui proviennent, comment on appelle ça, des circonscriptions spéciales. Donc, voilà, et à ce niveau, ce qui s'est passé au niveau du 32e. Et à cette occasion, la parole est aussi donnée aux organisations de la société civile pour effectivement dire tout ce qu'ils pensent, n'est-ce pas, de ce processus dans leur pays. L'Association islamique des ressortissants de Karma à Niamey a organisé ce matin à Karma une cérémonie de remise de gratification aux jeunes de Karma qui ont participé au concours de récitation des versets du Saint-Coran. Le point dans le reportage qui va suivre. Le mois du Ramadan est l'occasion saisie par les croyants musulmans pour renforcer leur foi par diverses activités culturelles dont entre autres la lecture des versets du Saint-Coran. Ainsi, pour motiver les musulmans à la lecture du Coran, des compétitions de récitation du Coran sont organisées, ce qui a poussé l'Association islamique des ressortissants de la commune de Karma à Niamey à lancer un concours de récitation du Coran à l'intention des jeunes de Karma. Issouf Harouna Tayebou, membre de l'Association islamique des ressortissants de Karma à Niamey, donne les raisons ayant concouru à l'organisation de la compétition. Nous avons une association qui œuvre dans la voie islamique. Dans nos activités, nous avons les prêches, nous avons d'autres activités. Donc on a eu une première édition, ça fait deux ans. Cette année, comme à chaque fois, si on veut organiser une activité, on fait des réunions. Au cours des réunions, dans nos discussions, nous avons dit, comme notre objectif, c'est de développer l'islam dans notre commune. Pourquoi ne pas organiser une Moussabaka? C'est de là que l'idée nous est venue en tête. Et nous avons eu l'idée, nous avons entrepris les démarches jusqu'à ce que la présente édition a vu le jour. Nous avons enregistré 68 candidats, répartis en deux groupes. Nous avons le premier groupe Amma, catégorie Amma à la Surat Nas, qui comprend les 2 hizb du Coran. Cette catégorie comprend 23 participants, 23 candidats. Et au deuxième groupe, nous avons la catégorie Sabi, de la Surat Sabi à la Surat Nas. La Surat Nas qui comprend un hizb, le premier hizb d'ailleurs du Saint-Coran. Et cette catégorie comprend 45 candidats, ce qui fait au total 68 participants. Présent à la cérémonie de remise de cadeaux aux gagnants du concours, le deuxième vice-maire de la commune rurale de Karma, Nuhu Harouna, exprime sa satisfaction. Nous sommes fiers d'eux et nous souhaitons beaucoup de courage. Nous souhaitons beaucoup de courage. Nous souhaitons qu'ils puissent organiser ça au niveau de toute la commune. Ça peut être un appel, parce que ce que les jeunes là viennent de faire, c'est vraiment réconfortant. Ça unit les fils et les filles de la communauté musulmane et ça leur permet de garder un certain niveau de mobilisation du Saint-Coran. Donc vraiment, on ne peut qu'appeler les autres associations à emboîter le pas de ces jeunes. Ainsi, pour la prochaine édition, Issouf Harouna Tayebou, membre de l'Association islamique des ressortissants de Karma à Niamey, a lancé un appel à l'endroit de toutes les personnes engagées pour le rayonnement de l'islam de leur venir en aide dans l'organisation de la prochaine édition du concours de lecture du Saint-Coran. Cependant, pour cette deuxième édition, il faut noter que 10 jeunes ont été récompensés avec des livres islamiques et des enveloppes dont le montant varie de 20 000 francs CFA à 40 000 francs CFA. Cérémonie de remise de prix hier après-midi de la 8e édition de la Moussabaka du groupe de presse RTT. Une cérémonie qui a vu la participation de plusieurs personnes. Compte rendu Nasser Dantofo et Aboubacar Souley.
En cette année 2016, le groupe de presse radio et télévision Ténéré est à sa 8e édition du concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran Moussabaka. 2 semaines durant, 5 candidats ont concouru dans les différentes catégories, à savoir le Amma, le Yassine, le Kaf et le Kamil, qui est le Coran complet. C'est ainsi à la cérémonie de proclamation des résultats et des remises des prix. La directrice du groupe RTT a tenu à situer l'objectif de ce Moussabaka. Cette 8e édition aura été un réel succès comme les précédentes. Permettez-moi donc d'exprimer ma joie et ma reconnaissance à tous ceux qui conditionnellement contribuent chaque année à cette réussite. Ces 2 semaines ont été riches en enseignements avec des candidats, enfants, moins jeunes, qui ont redoublé d'ardeur et de talent, aussi dans la lecture que dans la mémorisation des Saintes Écritures. Rendons donc encore une fois grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala. Ainsi, les 3 premiers de chaque catégorie se sont vus décerner des prix à l'image du premier Kamil, c'est-à-dire le Coran entier qui se retrouve avec des billets Umrah et prise en charge inclus de 5 000 francs CFA et divers. C'est un jour de fierté, alhamdulillah, Dieu merci. Toute chose ne peut pas se faire tant que Dieu n'a pas voulu. C'est Dieu qui a voulu que ce jour-là, je suis parmi ceux qui ont pris ce grand prix-là. Vraiment, ce n'est pas de ma volonté, ça vient au niveau de Dieu. Et puis encore, le destin est toujours parmi, est toujours avec nous. Le destin ne ment pas. Le destin est toujours clair. Donc pour cela, pour ne pas beaucoup argumenter, je lance un grand appel pour toute la nation, surtout pour mon pays Niger, au niveau des élèves coraniques, de mettre beaucoup d'efforts au niveau de la lecture coranique, de ne pas laisser leur temps aller dans l'air sans ne pas faire avoir de bénéfices avec leur temps, de lire le Coran comme il le faut. Un prix d'encouragement a été décerné aux plus jeunes des candidats et aux 3 premières femmes dans la catégorie Tiloa. Le groupe de presse Dunia a également procédé hier à la remise des prix du concours de mémorisation du Saint-Coran édition 2016. Cette cérémonie s'est déroulée à la déventure du dit groupe en présence de nombreux invités. Le résumé avec Adam Soumana et Nasser Seydou. Initié par le groupe de presse H24 Dunia TV, le concours de mémorisation du Saint-Coran ou Moussabaka se trouve ainsi à sa 10e édition. Une édition dont la présente cérémonie marque le sacre des candidats qui se sont distingués à ce concours. Occasion pour le premier responsable du dit groupe de saluer tous ceux et toutes celles dont les contributions ont permis l'éclat de cette édition. Pour sa part, le président du comité d'organisation nous parle des innovations apportées cette année. C'est l'ouverture. Initialement, c'était vraiment dévoué pour les jeunes talibés de la capitale Niamey. Mais cette année, on a eu l'audace d'aller jusqu'à l'intérieur en prenant en charge les compétiteurs. Je vous donne peut-être l'exemple. On a un compétiteur d'Agadez, de Zander, de Maradi. Tout cela, c'est Dunia qui les a pris en charge. C'est l'innovation de cette année. Et côté jury, il y a eu aussi d'autres critères qui ont été élaborés. Par exemple pour les talibés, parce que c'est vrai que c'est pas pour peut-être enrichir les talibés qu'on les fait, mais c'est juste pour les encourager. Nous avons eu des échos comme quoi qu'il y a des talibés qui se font inscrire pratiquement dans toutes les télévisions. Donc ici, au sein du groupe Dunia, nous avons décidé tout celui qui serait inscrit déjà dans un groupe et qui aurait déjà un cadeau de l'autre côté, si même il faisait partie des premiers de Dunia, nous le regroupons au second rang, c'est son deuxième qui devient son premier. Ce sont près de 150 talibés qui ont mesuré leur maîtrise du Saint-Coran dans 5 différentes catégories allant de déhizb au Coran complet. Et pour les départager, Dunia TV s'est doté d'un jury très compétent en la matière. Nous sommes rassemblés ici pour sanctionner lauréat de la 10e édition Radio-Télévision Dunia.
Nous avons eu 5 grands groupes, dont 30 dans chaque groupe, donc 150 compétiteurs. De ceux qui ont bûché le Coran dans son complet, dans la moitié du quart, et de ceux qui ont bûché 10 hizb du Coran, et des plus jeunes qui ont bûché donc 2 hizb du Coran Juzu Amma. Ils ont compétit dans l'espace de 10 jours. Et le membre de jury a mis 2 jours pour sanctionner. Et voilà, aujourd'hui nous avons sanctionné la cérémonie de remise de prix ici à la radio-télévision Dounia. Notons que les 3 premiers de chacune des 5 catégories ont reçu des cadeaux aussi bien en espèces qu'en nature. Et parmi les gros lots, il faut citer des billets pour la Umrah, mais aussi des parcelles. D'autres candidats ont également reçu des prix d'encouragement. Vivement donc la 11e édition de la Moussabaka Dunia TV. Enfin, dans cette série, le groupe de presse Niger 24 a aussi procédé cet après-midi à la proclamation des résultats suivis de la remise des prix organisée par le dit groupe de presse. Le compte rendu Nasser Antofo et Cheb Guisso. À la Moussabaka du groupe de presse Niger 24, édition de 2016, 126 candidats sont inscrits, répartis en 6 groupes, à savoir le 2 Hizb, 6 Hizb, 10 Hizb, le quart du Coran, le demi-Coran et le Coran entier. Ainsi, les 3 premiers de chaque catégorie ont été récompensés en dépit de quelques difficultés de sponsoring rencontrées. Cette année, je crois que la contribution des fameux donateurs n'a pas répondu à nos attentes. Mais néanmoins, nous avons fait ce que nous avons pu. Eux aussi, ils ont participé, c'est selon la nature de leurs finances ou de leurs moyens. Mais en règle générale, la Moussabaka a réussi à tous les niveaux. Vous avez pu voir quand même ce qui s'est passé dans les autres télévisions, et ici particulièrement à Niger 24. Les concurrents ne sont pas mécontents. Chacun a eu un prix selon l'effort qu'il a fourni. Rendez-vous est donc pris pour la 6e édition avec le groupe de presse Niger 24. Je vous laisse maintenant avec la partie magazine du journal qui est consacrée à l'entretien que nous a accordé le coordonnateur du Code avec Kani Abdoulaye. Il a été question de la participation de la société nigérienne au 32e Conseil des droits de l'homme à Genève et le passage du Niger pour l'examen périodique universel. Très bonne réception, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et à Genève, il s'était agi pour nous de participer à la 32e session du Conseil des droits de l'homme, qui avait pour thème l'examen universel périodique d'un certain nombre de pays qui étaient déjà passés en janvier 2016 leur second cycle de l'examen universel périodique EPU, au nombre desquels le Niger. Vous savez, lors du passage, les pays n'ont pas beaucoup de temps, parce que le temps est chronométré, n'ont pas beaucoup de temps pour, n'est-ce pas, s'appesantir sur la situation des droits de l'homme dans les pays. Donc chaque pays a 2 minutes pour faire ses recommandations. Une fois ces recommandations faites, il y a un groupe de travail qui est mis en place par le Conseil des droits de l'homme, n'est-ce pas, qui va essayer de reprendre l'ensemble de ces recommandations, et après, il y a ce qu'on appelle la phase d'adoption du groupe de travail. Et à cette occasion, effectivement, la parole est aussi donnée au pays pour venir effectivement et présenter ce qu'on appelle le document final. Et dans ce document final, il faut dire qu'a priori, c'est que lors du passage, le pays, on donne encore la parole au pays pour dire, voilà les recommandations que j'accepte, voilà les recommandations que je diffère, voilà les recommandations que je note ou que je refuse. Donc au passage du Niger, il y avait eu 168 recommandations qui ont été faites à l'État du Niger. Si les 168 recommandations, le Niger avait différé 3 recommandations et avait noté une recommandation. Lors de l'examen final, l'État du Niger a pris l'engagement d'accepter l'ensemble de
recommandations qui ont été faites, c'est-à-dire que les 3 qui ont été différées, le Niger les a acceptées, mais le Niger a quand même noté une qui concerne le peuple autochtone. Le Niger dit qu'il n'y a pas de peuple autochtone au Niger, mais qu'il y a des minorités. Et si vous regardez, c'est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre effectivement de cela, vous avez remarqué qu'il y a même à l'Assemblée ce qu'on appelle les députés qui proviennent, comment on appelle ça, des circonscriptions spéciales. Donc, voilà, et à ce niveau, ce qui s'est passé au niveau du 32e. Et à cette occasion, la parole est aussi donnée aux organisations de la société civile pour effectivement dire tout ce qu'ils pensent, n'est-ce pas, de ce processus dans leur pays. Donc il y avait, je crois, environ 16 pays qui avaient pris la parole, non seulement pour féliciter et louer la qualité du travail qui avait été fait par l'État du Niger, et un certain nombre d'organisations de la société civile, dont la rencontre africaine des droits de l'homme, la RADO, qui avait pris la parole. Et il y a eu également une déclaration coéditée par le Service international des droits de l'homme, une ONG basée à Genève, qui est le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE. Il faut rappeler que cette ONG était déjà partenaire du CODE depuis 2008, surtout sur, n'est-ce pas, la promotion et surtout sur la défense des défenseurs. C'est une organisation qui travaille pour la promotion des défenseurs des droits humains. Les 3 recommandations différées étaient des recommandations qui avaient été faites, je crois, par le Ghana, il y a la Suisse, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni effectivement et le Norvège, qui concernaient la protection, je dis bien la protection et les moyens qui devaient être mis pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Il faut rappeler qu'en 1998, il y a eu la déclaration des Nations Unies sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Et cette déclaration demandait à l'ensemble des États du monde, membres de l'ONU, de légiférer dans leur pays pour pouvoir défendre les défenseurs des droits de l'homme. Parce que vous savez, les défenseurs des droits de l'homme défendent les droits des autres. Il faut effectivement aussi qu'ils puissent être défendus pour qu'ils puissent faire leur travail. Et c'était ces recommandations qui avaient été différées par l'État du Niger, que l'État du Niger a fini par accepter. C'est dire que pour nous, c'est une très bonne chose que l'État du Niger ait accepté ces recommandations qui concernent les défenseurs des droits de l'homme. Et la déclaration que j'ai dit qui avait même été co-rendue par le Service international pour les droits humains et le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie était effectivement dans ce sens, parce que nous avions déjà entamé un processus avec cette ONG et le rapporteur spécial des Nations Unies et sur les défenseurs déjà pour effectivement voir dans quelle mesure au niveau du Niger on allait éditer une loi pour défendre les défenseurs. Il faut dire qu'il y a déjà une loi type qui avait été effectivement élaborée à l'occasion de ces concertations qui avaient eu lieu pour l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique francophone à Abidjan, où nous, au nom du collectif des organisations de défense des droits de l'homme, à son temps, j'avais participé. C'était en mai 2015 pour l'Afrique australe, c'est-à-dire autres, ça s'est passé en Ouganda, et il y avait eu d'autres consultations aussi en Afrique, en Asie. Et à l'issue, effectivement, de cette consultation, il y avait eu une loi type. Donc aujourd'hui, et je sais que au niveau de la Côte d'Ivoire, et ils ont déjà une loi pour la protection des défenseurs. Je sais qu'il y a moins d'un mois au Mali, il y a eu les mêmes consultations, et au Niger, nous étions déjà dans le processus pour effectivement faire une large consultation nationale au niveau de tous les acteurs de la société civile en vue, n'est-ce pas, d'élaborer une loi qui va protéger les défenseurs des droits humains, et que le Niger ait accepté
n'est-ce pas, ces recommandations, nous pensons déjà que c'est une très bonne chose. L'autre recommandation, je le disais, qui avait été notée, c'est sur la recommandation sur les peuples autochtones. Le Niger dit qu'il ne reconnaît pas des peuples autochtones sur son territoire, mais qu'il y a des minorités. Et effectivement, quand vous regardez, vous allez remarquer que, par exemple, aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle des circonscriptions spéciales, des députés qui représentent ces circonscriptions spéciales. Voilà, effectivement, voilà pourquoi le Niger avait dit qu'il note cette recommandation, parce qu'il n'y a pas de peuple autochtone sur son territoire. Oui, plus qu'entendu, parce que vous savez, le processus même EPU est basé, si vous regardez le processus EPU est basé sur ce qu'on appelle la coopération. Les États sont obligés de coopérer avec les ONG. Les ONG sont obligés effectivement dans la mise en œuvre des recommandations de coopérer avec le gouvernement. Et les institutions nationales de droits humains. La Commission nationale en l'occurrence au Niger, la Commission nationale des droits humains. Nous pensons, nous pouvons affirmer avec certitude que la voix de la société civile a été entendue, parce que si vous regardez les 3 recommandations qui avaient été différées par l'État du Niger, c'est des recommandations qui ne concernent que les défenseurs des droits humains. Et le Niger a fini par les accepter. Et c'était là, vraiment, c'était pour nous une preuve que la voix de la société civile a été entendue et que l'État du Niger veut coopérer. Et vous avez remarqué que déjà après le passage de janvier 2016, avec l'aide de notre partenaire Hyper Info, il y avait déjà eu un atelier au Niger, un atelier qui est en collaboration avec la Commission nationale des droits humains, qui a effectivement abouti à la mise en place d'une coalition des OSC du Niger pour la mise en œuvre de recommandations ici de le pays. C'est pour montrer qu'effectivement au Niger, et les OSC et l'Institution nationale des droits humains et le gouvernement veulent effectivement collaborer pour la mise en œuvre de recommandations ici de l'EPI. Et l'objectif de l'EPI même, c'est l'amélioration des droits humains dans un pays, l'amélioration des conditions du bien-être des populations. Et voilà pourquoi effectivement les Nations Unies pensent que effectivement le gouvernement, les OC et les institutions nationales de droits humains doivent coopérer. Je parle bien de coopérer. Quand vous regardez, ils parlent de coopération, doivent coopérer. Ce n'est nullement une compromission, non. Mais ils doivent coopérer, effectivement, parce qu'ils pensent qu'ils tous travaillent pour le bien-être des populations, pour le respect des droits humains dans le pays. Il faut dire que, vous savez, lors de l'examen universel périodique, c'est des recommandations qui sont faites. Et lorsque ces recommandations sont faites, souvent, il y a des recommandations il va de soi que c'est des organisations de la société civile qui les mettent en œuvre. On l'a vu lors du premier passage du Niger à l'examen universel périodique, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et effectivement, c'est pour corriger tout ça là. Et c'est pourquoi, effectivement, il y a eu déjà l'atelier dont je parlais tantôt et qui a abouti à la mise en place de cette coalition. Au cours de cet atelier, effectivement, nous avons discuté de l'ensemble des recommandations qui avaient été faites au Niger, assorti d'un plan d'action. Ce plan d'action, nous allons le mettre en œuvre durant les 4 ans et demi que le processus va durer, pour voir ce que nous pouvons aussi apporter pour le bien-être des populations. Il faut dire que, et j'allais dire déjà, pas déjà, nous comptons organiser du 11 au 13 juillet prochain et une série de rencontres ici même à Niamey avec toujours notre partenaire Hyper Info, et ces rencontres
il y aura d'abord une formation des journalistes sur le pays, parce que si vous vous rappelez, dans le premier atelier, les journalistes n'avaient pas, d'une manière générale, été pris en compte, mais après la commission avait rencontré la maison de la presse, et la maison de la presse a dit de vive voix qu'ils entendent effectivement participer à la mise en œuvre de ces recommandations, parce qu'il y a beaucoup de recommandations aussi qui concernent la vie des journalistes, la liberté d'expression, tout ça là. Donc il y aura une formation des journalistes. Nous avons également toujours lors de cet atelier, il y aura effectivement aussi une rencontre, un dialogue entre le gouvernement, les partenaires techniques et la société civile. Il y aura également une table ronde de donateurs. Autrement dit, il y a un certain nombre de pays qui ont fait des recommandations à l'État du Niger, qui étaient déjà des pays partenaires du Niger et qui veulent effectivement accompagner cette coalition dans la mise en œuvre des recommandations que leur pays avait faites au Niger. Donc c'est dire qu'effectivement la coalition entend effectivement accompagner pour la mise en œuvre de ces recommandations. Nos attentes, c'est que, vous savez, le pays, c'est un processus qui n'est pas très connu au Niger, et pas au Niger même, parce que ça ne fait pas longtemps qu'au niveau même de l'ONU que ça a commencé, et que nous trouvons révolutionnaire et génial. Parce que pourquoi? Au niveau de l'examen périodique universel, c'est qu'il n'y a pas de petits pays, il n'y a pas de petits États, tous les États se valent. Autrement dit, le Niger peut faire des recommandations aux États-Unis d'Amérique, le Niger peut faire des recommandations à la France, à la Chine ou n'importe quel autre pays du monde. Mais c'est que souvent, souvent le problème, c'est que les gens ne connaissent pas, parce que dès qu'on parle de coopération, tout de suite, surtout dans nos pays, tout de suite on dira que on a remarqué que la société civile s'est mise du côté du gouvernement, ou que le gouvernement est avec la société civile. Non, c'est le processus, c'est un instrument du Conseil des droits de l'homme. Le pays est un instrument du Conseil des droits de l'homme et qui est basé sur la coopération. Voilà pourquoi, effectivement, nos attentes, c'est faire en sorte que les Nigériens puissent comprendre pourquoi le pays et pourquoi une coalition pour la mise en œuvre des recommandations de le pays. Pourquoi la société civile doit, dans ce cadre, travailler avec le gouvernement. Et pourquoi il est important pour le gouvernement aussi de travailler avec la société civile. Parce que c'est basé sur la coopération et que la société civile, et le gouvernement, et les institutions nationales de droits humains sont obligés de coopérer si tant est qu'ils travaillent pour le bien-être des populations.